Bonjour et bienvenue dans une vidéo complémentaire sur fondement historique du droit privé. Donc on va surtout traiter de la résolution des casus lors de l'examen, donc comment bien y répondre afin de gagner tous les points sur ces casus qui sont quand même super importants. Et donc la vidéo va être scindée en deux parties. Il y aura la première sur la résolution du casus du Q1, donc traitant de la prescription, l'occupation, l'accession, la spécification, l'acquisition des fruits, le gage et l'hypothèque. Et enfin le Q2 qu'on verra donc un peu plus tard. Tout d'abord, donc la prescription. J'ai repris donc les exercices de TP afin donc que mes réponses soient quand même le plus correctes possible et pouvoir mieux les expliquer. Et parce que de toute façon, je n'ai pas d'autres exercices, je ne pense pas que je puisse mettre ceux des examens précédents, cela pourrait poser souci. Donc, Tante Bertha me prête son plus beau collier pour aller à une soirée le 10 mars 06. Celle-ci est bien arrosée et en rentrant, je range le collier dans la boîte à bijoux. Plusieurs mois plus tard, ayant oublié que ce collier m'avait été prêté et pensant qu'il m'appartient, je décide de l'offrir à ma fiole pour ses 15 ans le 25 octobre 06. Tante Bertha reconnaît son collier au cou de ma fille le 15 juin 09 et le lui réclame. Le juge lui donnera-t-il raison? Donc tout d'abord, pour m'aider, donc je vais parler surtout pour moi, donc comment je fais pour bien comprendre le casus. Donc je fais une ligne du temps et je crée la relation triangulaire en quelque sorte des protagonistes, des intervenants du casus. Donc au niveau des dates, donc je les ai mises en vert clair. On a donc le 10 mars 06, le 25 octobre 06 et le 15 juin 09. Donc le 10 mars 06, il y a un prêt, ce qui fait que moi, je deviens détenteur de ce collier puisque je reconnais les pouvoirs de Tante Bertha qui est propriétaire. Le 25 octobre 06, il y a donc une donation. Je vais donner ce collier à ma filleule, ce qui fera qu'elle en deviendra possesseur de bonne foi parce qu'elle pensera que je suis propriétaire. Et enfin, le 15 juin 09, où Tante Bertha, le propriétaire, va donc reconnaître son collier. Donc la date, je mets aussi donc les dates, comment la durée en fait qui s'écoule, comme ça je perds pas de temps et je peux directement situer. Et donc il y a 3 ans depuis le prêt jusqu'à donc la propriété, mais il faut savoir que cette date-là en fait elle peut porter à confusion, mais il faut pas prendre en fait ces dates-là parce que ce qui compte c'est de savoir si ma filleule est propriétaire. Donc c'est à partir du moment où elle va vraiment rentrer en possession avec ce collier. Le fait que j'ai eu le collier en prêt, cela n'intervient pas au niveau des dates. Donc c'est vraiment, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est barré, donc c'est vraiment du 25 octobre 06 au 15 juin 09 et il y a moins de 3 ans. Il n'y a pas besoin de calculer très exactement vu qu'en soit dans le tableau, au niveau des dates, c'est 1 an et 3 ans, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et enfin la relation donc triangulaire, Tante Bertha qui est propriétaire, qui me prête le collier à moi qui suis détenteur, et donc ma filleule devient possesseur de bonne foi parce que je lui donne le collier, ce qui fait que est-ce que donc ma filleule qui est possesseur de bonne foi devra rendre le collier à Tante Bertha qui est propriétaire. Et donc grâce à ça, en fait, ça me permet vraiment de bien situer, vu que je résume le casus vraiment très simplement dans ces petits schémas. Donc ensuite, ça peut paraître immense, mais c'est toutes les définitions qu'il y a à remettre dans ce casus. Il y en a pas mal, j'avoue, mais c'est pour y répondre le mieux. Et donc j'ai mis dans mon petit tableau, je reprends donc chaque période. Donc, il est important donc, de bien préciser le droit romain classique, le droit justinien, le droit coutumier et le code civil. Dans le droit romain classique, il est important de parler uniquement de l'usucapion au niveau des meubles. Donc, le collier étant un meuble, on ne parlera que de cette partie-là. Et donc, comme la prescription elle est acquisitive d'1 an, ben, ce sera donc ma filleule, vu qu'elle l'a depuis moins de 3 ans, le collier qui en est donc propriétaire, vu qu'elle a la bonne foi, le juste titre, et donc il n'y a pas eu de vol, j'ai simplement oublié que cela m'appartenait, ce n'est pas considéré comme de la mauvaise foi. Au niveau de la prescription de longtemps, je l'ai un peu barré en souligné, en pointillé. On pourrait en parler, mais seulement comme c'est une prescription de 10 ans, ça n'a pas énormément d'intérêt. Pour les prescriptions de très longtemps et la prescription extinctive, étant donné que c'est 30 ans, là ça ne vaut vraiment pas la peine, sachant que c'est moins de 3 ans. Au niveau du droit de Justinien, c'est donc une prescription toujours acquisitive qui est de 3 ans, ce qui fait que comme ma filleule, l'a depuis moins de 3 ans, mais Tante Bertha en restera donc propriétaire, elle pourra donc récupérer son collier. Le droit coutumier, c'est donc une saisine d'1 an et 1 jour au niveau des meubles et des immeubles. Ce sera donc ma filleule. Et enfin, sous le Code civil, donc l'article 2279, il y a une petite nuance ici à savoir. Donc, il n'y a pas de délai parce qu'il n'y a pas de vol ni de perte. Quand un propriétaire va prêter volontairement
un objet, la prescription, elle sera immédiate. Donc, je serai automatiquement propriétaire. Ce n'est pas un vol, ce n'est pas une perte. C'est vraiment à bien, bien différencier des autres. C'est que dès que c'est un prêt, dès que c'est le propriétaire le donne, donc sans violence derrière, automatiquement, j'en suis propriétaire. Donc, ça a fait de moi le propriétaire. Et en le redonnant à ma cousine, elle en devient donc propriétaire. Donc, au niveau de l'agencement du casus, donc tout d'abord, il est très important donc, de préciser la qualité de chacun des protagonistes. Donc, Tante Bertha qui est donc propriétaire. On peut définir la propriété si on le désire. Ensuite, il faut préciser donc, que je suis détenteur. Là, par contre, il va bien falloir nuancer pourquoi est-ce que je suis détenteur et pourquoi ma filleule est donc possesseur de bonne foi. Et donc, je les ai mises ici. Donc, la possession, j'ai mis la définition, la détention. Et donc, ce sont les premières définitions à noter. Et donc, pourquoi elle est de bonne foi aussi et pas de mauvaise foi. Et dans ce cas-ci, elle n'est pas au courant de ce qui se passe, en fait. Et de toute façon, rien n'indique qu'elle est de mauvaise foi. Ensuite, donc, le délai, on le garde sur le côté pour après. Et donc, est-ce qu'il y a donc, prescription? De quoi va parler le casus? On précise bien donc, les prescriptions. Et donc, on peut déjà expliquer en fait les différentes époques. Donc en droit romain, il se passe ceci, en droit justinien, il se passe ça, etc. Et enfin, après, on pourra, donc après avoir noté les évolutions, et bien sûr, après avoir bien précisé les conditions, on peut y répondre. Après, vous pouvez présenter une période et y répondre juste en dessous en disant in casu et expliquer ce qui se passe. Ou alors, vous pouvez mettre toute l'évolution avec toutes les conditions, mais tout mettre d'un coup et puis en dessous expliquer les époques. C'est vraiment au choix de chacun. Maintenant, c'est vraiment une évolution, une structure à bien avoir. D'ailleurs, je le mets dans les petits tips. C'est vraiment une structure qu'ils demandent énormément. Donc, de bien commencer par les intervenants, la qualité qu'ils ont, de quoi va parler de casus. Donc, la prescription, et bien la définir. Bien expliquer aussi, donc, comme j'ai noté ici, que c'est un mode dérivé nécessaire. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez donc définir la prescription acquisitive et extinctive, expliquer la différence entre les deux, donc que l'une va permettre d'acquérir un droit et l'autre de l'éteindre. Et enfin, donc, cette fameuse évolution et les conditions. Les conditions qui sont toujours les mêmes en fonction des époques, il suffit de juste les définir tout simplement durant le droit romain classique et il n'y a pas besoin de les réexpliquer à chaque fois, c'est totalement inutile. Il y a juste la perte qui sera donc à réexpliquer en droit civil, sous notre code civil, mais c'est tout. Et donc j'ajoute aussi dans les petits tips donc, le fait d'avoir une structure, de bien renoter toutes les définitions, mais aussi le nombre de lignes. C'est dans le sens où, en général, en droit romain, dans l'examen, il note que par exemple une définition ne doit pas dépasser 5 lignes. Il faut savoir que ce n'est absolument pas ça. On le comprend souvent comme ça, mais c'est juste donné à titre indicatif. Ça veut dire que si notre définition fait 3 à 4 lignes, là, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément bonne. Si par contre on a une petite écriture, il ne faut pas s'inquiéter, mais si on a une grande écriture et qu'elle fait 3 à 4 lignes, il faudra quand même s'inquiéter. Cela veut dire que la définition, elle vaut bien 5 lignes et on pourra même aller au-delà. Et donc ici, c'est vraiment toujours ça en fait en droit romain. Il y a 5 lignes et c'est toujours aller au-delà. Il n'y a pas de limite en fait. Plus on en met, mieux c'est, tant qu'on ne fait pas de leur sujet, bien évidemment. Ensuite, il y a donc l'acquisition des fruits. Mais ce cas-ci est un peu particulier. Donc c'est mon oncle Arthur qui est propriétaire d'une magnifique jument. Hélas, le 17 août 03, un sombre individu la lui vole pendant qu'il fait sa sieste. Le 15 décembre de la même année, il la revend à Octave sur un marché. Ce dernier constate quelques semaines plus tard que sa jument est enceinte d'environ 5 mois. Un ravissant poulain naît donc le 12 juin 04. Le 9 septembre 06, Arthur croise Octave par hasard et reconnaît sa jument. Tout d'abord, est-ce que Arthur peut-il la reprendre et ensuite peut-il également récupérer le poulain? Et donc ce cas-ci, il est un peu spécial parce qu'il y a tout d'abord donc, une prescription au niveau des dates. Et ensuite, il y a donc un fruit qui est donc le poulain qui va naître le 12 juin 04, qui va donc parler de l'acquisition des fruits. Donc, il est hyper important de bien, dans les casus, de bien déterminer de quoi il s'agit. Quand il y a des dates, cela peut s'agir de prescription. Faire attention que cela peut donc aussi être, comme ici, l'acquisition des fruits. Je sais que donc, cette année, en janvier, on avait eu un casus sur des noix. Donc j'ai un noyer dans mon jardin et les noix tombent chez mon voisin. Quand est-ce qu'il devient propriétaire? Et il y avait donc des dates aussi. Mais comme là, ça parle de noix,
c'est un fruit dans ce cas-ci, c'est un meuble, oui, mais à bien différencier. Donc si ça parle d'un meuble, donc d'une montre, d'un cheval ou peu importe, il s'agira donc de la prescription. Mais dans le cas où c'est donc un poulain, imaginons un bébé lapin, un chiot ou des aliments que l'on produit, c'est donc l'acquisition des fruits. Il faut bien reconnaître ça parce que tout de suite, si dans la prescription on va dans l'acquisition des fruits, le casus est tout de suite faux. Et donc, tout d'abord, Arthur peut-il la reprendre? Cela parle donc de la prescription. Et ensuite, récupérer le poulain, donc c'est la récupération du fruit. Et donc, à nouveau, j'ai refait donc, la ligne du temps où le 17 août 03, il y a donc le vol, ce qui fait que les voleurs sont seulement détenteurs. Le 15 décembre 03, il y a donc l'achat par Octave, qui devient donc possesseur de bonne foi, parce que lui donc, n'est pas au courant qu'il y a un vol. Le 12 juin 04, il y a donc la naissance de ce fameux poulain. Et le 9 septembre 06, il reconnaît donc la jument. Il faut bien donc, pour commencer, bien déterminer donc la qualité de chacun, que Arthur est donc le propriétaire et Octave est donc possesseur de bonne foi. Pourquoi? Et bien expliquer qu'il n'est pas au courant donc qu'il y a eu un vol précédent. Ensuite, donc, bien expliquer donc, que c'est relatif tout d'abord à la prescription, et donc définir l'évolution en parlant donc, du droit romain. Comme il y a eu un vol, même s'il est de bonne foi et qu'il a un juste titre, dans ce cas-ci, je vais d'ailleurs remettre le tableau. Donc ici, il y a l'usucapion, et donc elle est acquisitive, c'est 1 an, mais le problème c'est qu'il ne faut pas de vol, et comme il y a eu un vol précédent, Octave ne peut donc pas être propriétaire. En droit justinien, à nouveau, il y a eu un vol. Donc même s'il a la bonne foi, le juste titre, il ne pourra toujours pas l'être. Par contre, dans la saisine d'1 an et 1 jour, les conditions, il n'y a plus le vol, c'est seulement paisible et public d'1 an et 1 jour. Donc là, il deviendra propriétaire. Et sous le Code civil, il y a donc l'article 2279 qui précise qu'il n'y a pas de délai s'il n'y a ni vol ni perte. Seulement, comme il y a un vol, la prescription est donc de 3 ans. Et donc le propriétaire, il a donc 3 ans à partir du vol pour revendiquer la chose. Donc à partir du 17 août 03, il y a 3 ans qui s'écoulent pour que donc Arthur puisse réclamer sa jument. Seulement, il la reconnaît le 9 septembre 06, donc un petit mois trop tard, ce qui fait qu'il ne pourra donc pas revendiquer la propriété sur la jument. Il ne pourra donc pas la récupérer. Ensuite, pour le fruit, j'ai donc noté ici la définition de fruit. Donc, il faudra donc la définir, expliquer pourquoi. Et ensuite, il faut donc déterminer la qualité d'Octave, qui est donc un possesseur de bonne foi. C'est inutile donc de parler des propriétaires et des détenteurs, parce que ce sera vraiment de leur sujet, parce qu'ils n'ont rien à faire dans le casus même. Il faudra donc parler de l'évolution d'un possesseur de bonne foi. Donc, bien expliquer que sous la République, il y a donc une surprotection des propriétaires, ce qui fait que le possesseur de bonne foi, il n'a pas de droit sur ses fruits. Même si c'est lui qui les a produits, il devra toujours rembourser le propriétaire. Il ne peut rien garder pour lui, sauf s'il a une prescription d'1 an qui est possible. Dans ce cas-ci, il a le poulain depuis 1 an, donc il sera effectivement considéré comme propriétaire. Et donc, il ne faut pas oublier de bien repréciser donc, les conditions, le fait d'être de bonne foi, avoir un juste titre. Il ne faut pas les redéfinir parce qu'on les a donc définis précédemment, et donc qu'il n'y ait pas de vol. Ce qui fait qu'ici, donc, l'usucapion va fonctionner comme il n'y a pas eu de vol, parce qu'en fait, au moment du vol, le poulain n'existait pas en tant que tel. C'est vraiment important de bien différencier ça aussi. La jument a été volée parce que la chose existait déjà. L'animal existait déjà. Le poulain, par contre, lui, il n'existe pas à proprement parler, ce qui fait qu'à sa naissance, c'est en fait un usucapion prosio, c'est-à-dire que c'est tous les biens qui ont pris naissance dans le patrimoine du possesseur. Donc le poulain, il est vraiment né en étant dans le patrimoine d'Octave. Et donc, il faut faire attention au fait que le juste titre, ce n'est pas la vente, car au moment de la vente, donc, le poulain n'existait pas. Ensuite, donc, sous l'Empire, les possesseurs, donc il y avait une équité entre possesseurs et propriétaires, ce qui faisait que donc si on était possesseur de bonne foi, on pouvait donc devenir propriétaire par séparation. Il est intéressant donc de peut-être définir séparation. Ensuite, sous Justinien, donc c'est un peu plus long à expliquer.
en tant que possesseur de bonne foi, je peux garder ce que j'ai consommé et aliéné, ce que je n'ai donc plus. Je ne devrais pas indemniser le propriétaire. Par contre, ce que j'ai encore, je devrais donc lui rendre, parce que ce que je n'ai pas aliéné, ce que je n'ai pas consommé, ce que je souhaite garder en cas d'hiver rude, imaginons, je dois le lui rendre. Il y a donc une critique pour Justinien. Et donc, c'était une bonne idée parce que ça évitait donc, de mettre le possesseur de bonne foi en difficulté dans le fait de ne pas rendre ce qu'il avait déjà consommé, parce que sinon il pouvait s'endetter. Mais seulement, ce n'est pas logique, parce qu'il ne faut pas oublier que au niveau du critère économique, cela pénalisait en fait le bon gestionnaire. C'était contraire aux lois de l'économie. Et donc conserver une récolte, le bon gestionnaire qui a conservé sa récolte, au final, il est vraiment puni et ça va favoriser celui qui a tout consommé, le flambeur en quelque sorte. Et donc la consommation deviendra en quelque sorte le critère de propriété des fruits. Et donc il faut bien prêter attention à bien expliquer la critique de Justinien, sous Justinien, et donc la version juridique, donc le fait que la consommation est donc le critère de propriété des fruits, et le critère économique où on pénalise le bon gestionnaire. Et donc bien préciser que cette solution n'a donc pas été retenue. Et enfin, sous le Code civil, il y a donc l'article 2279, comme on a vu donc dans la prescription. La prescription est donc immédiate. Si le possesseur est de bonne foi et qu'il a un juste titre, il est donc propriétaire du poulain dès que celui-ci est né, parce qu'il n'y a eu donc à nouveau ni vol ni perte. Il faut bien donc le préciser et donc vraiment bien comprendre que le poulain est une chose à part entière en fait. Il ne dépend pas du cheval qui lui a subi le vol. Dans ma ligne du temps, je viens de constater que en fait, j'avais mis le moins 1 an entre l'achat et la naissance du poulain, donc j'ai donc fait l'erreur, j'ai oublié de le barrer, que ce n'était donc pas ça qui compte, c'est vraiment la naissance du poulain qui va jouer, donc c'est du 12 juin 04 au 9 septembre. Donc j'ai encore mis un casus de l'acquisition des fruits. Là, je vais pas trop m'attarder dessus, mais donc j'ai déjà mis donc les intervenants et les dates. Donc on peut se douter que il prend possession donc d'un terrain le 12 février 01 et fait en juillet de la même année une belle récolte de froment, idem en juillet 02. Donc est-ce qu'Octave va pouvoir récupérer le terrain? On peut se douter donc que c'est une prescription. Et peut-il également exiger les récoltes? C'est donc l'acquisition des fruits. Et donc toujours bien les différencier. Mais donc voilà, pour ce cas-ci. Après, vous pouvez tenter de le faire, il sera déjà fait ou refait. Donc ensuite, c'est donc l'accession. Donc en construisant ma maison, j'ai utilisé par erreur certaines briques appartenant à mon voisin. Comment donc va-t-on résoudre le conflit? Et donc est-ce que la solution serait la même si par erreur j'avais planté dans mon jardin les oignons de mon voisin? À nouveau, donc, il faut bien préciser les intervenants, préciser donc, que mon voisin il est donc propriétaire de ces briques et que moi je n'en suis que possesseur de bonne foi, donc c'est par erreur, donc ce n'est pas de la mauvaise foi. Ensuite, on précise de quoi parle le casus, donc c'est l'accession. Hop, je vais un peu trop loin. Non, c'était bon. Donc voilà, l'accession qui est donc un mode originaire d'acquisition de la propriété. Donc lorsque deux choses sont réunies l'une à l'autre, il est important de distinguer la chose principale et la chose accessoire. Lorsque deux choses sont réunies l'une à l'autre de manière à en former un tout, étant entendu que chaque chose garde son individualité, il faut les distinguer parce que le propriétaire de la chose principale devient propriétaire de la chose accessoire. C'est donc le principe accessorium sequitur principale, donc c'est l'accessoire va suivre la condition juridique du principal. Comme je construis ma maison, c'est donc un immeuble, et les briques sont des meubles, c'est donc une accession d'un meuble dans un immeuble. J'ai donc mis juste ça. Donc j'avais mis les deux, mais il faut bien donc le différencier. Et donc, il faut donc expliquer, donc ne pas confondre avec les impenses, c'est super important. Ici, c'est donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être utile, nécessaire ou bien voluptuaire. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, il y a deux propriétaires différents. Il n'y a donc pas d'accord entre eux. Et donc, le propriétaire de l'immeuble a incorporé le meuble d'autrui, donc la poutre incorporée. Il faut donc pouvoir l'expliquer. Expliquer donc qu'en droit ancien, le propriétaire de l'immeuble est donc condamné à payer 2 fois la valeur des briques, donc 1 fois pour la réparation et 2 fois pour la sanction. C'est donc la règle de la poutre incorporée.
Et donc bien la préciser. Enfin, donc ensuite, en droit classique, pour les matériaux qui ne sont pas des matériaux de construction, on affine la règle pour les semences et les plantations. Si le propriétaire de bonne foi est condamné à une indemnité simple, s'il est de mauvaise foi, ce sera une indemnité double. En droit belge, c'est le propriétaire du tout qui doit payer une indemnité au propriétaire du meuble. Donc c'est une indemnité simple. Par contre, s'il est donc de mauvaise foi, là, il n'y a pas besoin de l'ajouter puisqu'il n'est pas de mauvaise foi. Et donc, si le propriétaire avait donc pris des oignons, il n'y avait pas de condamnation à 2 fois la valeur des oignons, car en fait, la règle, elle était initialement créée pour des matériaux de construction, donc à partir du droit classique à peu près. Donc, il est important de bien préciser vraiment toute l'évolution en ce qui concerne la poutre incorporée, et puis de bien préciser, de bien répondre à la deuxième question. Et ensuite, donc, au niveau du propriétaire du meuble qui érige une construction plantation sur le terrain d'autrui, il n'y a pas besoin de s'y attarder vu que ça n'a rien à voir dedans. Au niveau donc du meuble principal qui est plus volumineux, c'est le support, etc. C'est vraiment quand il y a un meuble dans un meuble. J'ai mis les deux en fait pour bien les montrer et bien montrer qu'il faut aller donc se diriger vers le meuble et immeuble pour bien différencier les. Donc, ensuite, c'est la spécification. Donc, deux bijoutiers, Yves et René, partagent un atelier. Un jour, Yves se trompe et taille une série de diamants bruts appartenant à René. Comment donc déterminer le propriétaire des diamants taillés? J'ai donc remis le tableau pour bien donc, situer qu'on va parler donc, du Principat, de la fin de l'époque classique et du Code civil de 1804. Ici, je reprends donc toutes les définitions qui doivent être présentes, dans ce cas-ci, dans le casus. Et donc, tout d'abord, il faut bien préciser donc les intervenants, dire donc qu'il est donc possesseur de cela, pardon, pas possesseur, c'est le spécificateur, et que René est donc propriétaire des diamants bruts. Et donc ensuite bien préciser que c'est donc la spécification et pourquoi. Il faut donc aussi expliquer donc le conflit. Il n'y en aurait pas donc si il n'y en avait pas si le spécificateur était propriétaire de la matière. Ici, il y en a donc un parce que celui qui va créer l'objet, le spécificateur, Yves, il n'est pas propriétaire de la matière première, c'est René qui l'est. Ils ne se sont donc pas mis d'accord. Il y a donc ce conflit-là. Et donc comment sera-t-il réglé en fonction des époques? Il faut donc tout d'abord commencer par le Principat, donc le début de l'Empire, expliquer donc la question de la qui fait controverse entre deux écoles de droit, donc entre les Sabiniens et les Proculiens. Les Sabiniens qui mettaient l'accent donc sur l'identité, ce qui faisait que la propriété, elle allait automatiquement au propriétaire, alors que les Proculiens, eux, mettaient plus l'accent sur la nouveauté, c'était donc le spécificateur qui avait la propriété. Et donc la question, elle sera de savoir où se situe l'essence d'une chose. Donc si le juge, il se revendique comme sabinien, il va donc attribuer la propriété des diamants taillés à René. Par contre, s'il est proculien, il va l'attribuer plus à Yves, le spécificateur. À la fin de l'époque classique, donc la question elle est tranchée donc, sur un critère qui est plus pratique, ce qui est parfaite et imparfaite. Et donc la spécification parfaite, c'est celle qui est donc complète en ce sens qu'il est impossible donc, de ramener la chose nouvelle à sa forme première. Donc aucun retour en arrière n'est possible, ce qui fait que c'est donc le spécificateur qui en sera donc propriétaire. Et enfin, la spécification imparfaite, c'est donc lorsque la chose peut reprendre sa forme première. Donc un retour en arrière est donc possible. C'est donc le propriétaire de la chose, de la matière première qui sera donc propriétaire de la nouvelle chose. Dans ce cas-ci, la spécification, elle sera donc parfaite parce qu'on ne pourra pas retourner en arrière, on ne pourra pas lui redonner ses diamants. C'est donc Yves qui va devenir propriétaire de la chose nouvelle. Il devra donc indemniser le propriétaire. Et donc enfin, sous le Code civil, il faut donc comparer la matière première, sa valeur, à la valeur du travail. Donc c'est un critère en fait qui est bien il faut bien le préciser que c'est seulement à partir de 1804 qu'il va apparaître, car avant c'était les esclaves en fait qui travaillaient et on ne tenait donc pas compte de la valeur du travail. Donc maintenant, à partir du moment où la valeur du travail est donc supérieure à la valeur de la matière première, le spécificateur va donc devenir propriétaire. Par contre, si c'est l'inverse, donc que la valeur du travail est inférieure, donc c'est la valeur de la matière première qui est supérieure à la valeur du travail, le propriétaire restera donc propriétaire de la chose principale et donc du tout.
Ici, il ne s'agit pas d'essayer de savoir est-ce que le travail est beaucoup plus cher que les diamants. Il suffit de juste le déduire. Dans ce cas-ci, on peut dire que oui, le travail est plus cher que les diamants, va valoir un peu plus. Donc, ce sera Yves, le spécificateur, qui donc sera propriétaire et qui devra donc indemniser René. Enfin, il y a donc le gage et l'hypothèque. Tout d'abord, donc le gage. Donc René a prêté 10 000 euros à Axel, qui a promis de le rembourser dans les 6 mois. À l'échéance, René s'aperçoit qu'Axel est incapable de le rembourser et qu'il a d'autres créanciers. Axel doit aussi 2 000 euros à Jean-Marie, 5 000 à Étienne et 4 000 à Yves. L'ensemble des biens d'Axel vaut donc 14 000 euros. Il faut décrire avec précision la procédure qui sera suivie par René pour récupérer sa créance et donc donner le résultat concret de cette procédure. Et comment les choses se seraient-elles passées si René avait pris en gage Sultan, le cheval d'Axel? Dans ce cas-ci, donc, on peut différencier le gage donc, de l'hypothèque parce qu'il est déjà dit dedans, et qu'en plus de ça, il n'y a pas donc d'hypothèque sur un immeuble. C'est juste des sommes d'argent, donc c'est tout simplement un gage. Donc pour commencer, et comme toujours, il faut donc préciser la qualité des différents intervenants. Donc Axel est débiteur, René est créancier, Étienne est aussi créancier, Yves et Jean-Marie le sont également. Sur le côté, sur votre feuille, dans la partie brouillon, n'hésitez pas à bien noter qu'Axel, son ensemble des biens vaut 14 000, et donc à faire une flèche que René, il doit 10 000 à René, à Étienne, il doit 5 000, à Yves, il doit 4 000, et à Jean-Marie, il doit 2 000, afin de vous faciliter la vie et de ne pas tout le temps retourner dedans. Et donc, l'objet du casus, à préciser par après, c'est donc que René est impayé à l'échéance. Et donc, la question, elle va parler donc du recours du créancier ordinaire et celui du créancier gagiste. Donc, il faut donc tout d'abord bien expliquer par après, donc, comme on est dans le gage, que donc, le gage est un contrat réel synalagmatique imparfait qui se forme par la remise d'une chose corporelle à un créancier qui s'engage à la restituer après le paiement de sa créance. Et donc bien préciser ce que signifie synalagmatique imparfait. Et aussi préciser pourquoi c'est un droit réel, pourquoi est-ce qu'il est fonctionnel et pourquoi il est limité. En tant donc que créancier ordinaire impayé à l'échéance, il y a donc une situation de concours de créanciers. Donc René, il n'y a qu'un droit personnel sur le bien. La solution qui est donnée en droit belge, c'est que René il doit être le plus rapide pour avoir une chance d'obtenir un gain de cause. S'il reste quelque chose, les autres créanciers seront aussi désintéressés. Donc il n'y a pas d'égalité entre les créanciers. Et en plus de ça, la procédure elle est hyper désordonnée. Et en droit romain, c'est autre chose. Donc c'est une mise en œuvre d'une procédure qui est donc l'ancêtre de la procédure de la faillite. Et donc René, qui est créancier, il va avertir le prêteur, qui va donc désigner un curateur, qui va donc relever tout l'actif qui équivaut donc à 14 000 euros, et le passif, donc l'ensemble des dettes, qui équivaut à 21 000 euros. Ensuite, une vente aux enchères sera lancée, dans laquelle on annonce donc qu'il y a un actif de 14 000. L'acheteur qui l'emporte, c'est vraiment celui qui va proposer le plus haut pourcentage de désintéressement. Et donc celui-ci, il devra alors rembourser le pourcentage proposé à chaque créancier. L'avantage de cette procédure de faillite, c'est qu'il y a une égalité entre les créanciers. C'était donc mieux à l'époque du droit romain qu'à la nôtre. Ensuite, en tant que créancier, donc gagiste, là, René, il est donc titulaire d'un droit réel. C'est vraiment ce qu'il faut bien différencier, c'est qu'en tant que créancier ordinaire, c'est juste qu'un droit personnel, et en tant que créancier gagiste, comme c'est le gage, c'est donc un droit réel. Et donc, selon les époques, c'est juste ici. Et donc, selon les époques, donc les droits du créancier gagiste, tout d'abord, il peut donc garder la chose jusqu'au paiement. Tant qu'il n'est pas payé, il peut refuser de rendre la chose. C'est donc son droit de rétention. Et donc, il faut bien définir le droit de rétention dans la slide précédente. Ensuite, il a aussi... Donc, par contre, il n'a pas le droit d'utiliser la chose, sinon il commettrait un vol d'usage. Pour éviter cela, il y a donc la convention d'anticrèse qui va permettre de recevoir l'autorisation de se servir de la chose. Et donc, s'il n'est pas remboursé à l'échéance, le créancier gagiste, il ne disposera pas de la chose, il en est seulement détenteur, donc il ne pourra pas la vendre. Il faudra donc parler du pacte commissoire et du pacte de vente ou pacte de distraction. Donc, il faut bien préciser que le pacte commissoire, il permettait donc au créancier de garder le gage en pleine propriété. Seulement, il va être interdit sous Constantin au IVe siècle, parce qu'il sera considéré comme vicieux. Donc, si par exemple mon prêt est de 10 000 euros, eh bien le créancier gagiste il pouvait prendre une chose
qui avait une valeur beaucoup plus élevée, ce qui faisait qu'au bout d'un moment, si je ne savais pas rembourser mon prêt, il était propriétaire d'une chose qui valait beaucoup plus. Donc il était vraiment gagnant et c'était vraiment vicieux. Et donc par après, il y aura donc le pacte de vente, ou aussi appelé de distraction, ce qui faisait que le créancier gagiste, il pouvait vendre l'objet sous certaines conditions. Il va donc se payer sur le prix qu'il va recevoir, et le solde restant, il va me le rendre en tant que débiteur. S'il n'y avait pas de contrat, le législateur l'imposait, et donc il y avait l'autorisation du créancier gagiste pour vendre, il y avait l'obligation de restituer le solde au débiteur, et donc de réclamer les frais liés à l'entretien de l'objet. Donc dans le cas où il a un cheval, s'il le nourrit, je devrais bien évidemment lui rembourser les frais engendrés pour l'entretien de cet animal. Si jamais il laisse mourir le cheval, bien entendu, il sera responsable de son dol. Et donc, ensuite, il a donc des devoirs. Il doit donc conserver la chose en bon état en tant que bon père de famille. Il sera donc responsable de sa faute légère, donc dans le cas où il ne nourrit pas le cheval. Si la créance est payée, il devra donc me restituer l'objet. Si par contre, il y a une autre dette à faire valoir contre le même créancier, il garde son droit de rétention. Il ne doit pas rendre le gage tant que l'ensemble de la dette n'est pas payé par le débiteur. Si par contre le débiteur réclame la restitution du gage, son action sera paralysée par une exception de dol, ce qui nous permet en fait en tant que débiteur de ne pas être endetté. Et ensuite, sous le code civil, le droit de rétention est étendu et les créanciers gagistes peuvent refuser en fait de rendre la chose s'il y a une dette postérieure à celle pour laquelle le gage est constitué, mais est exigible avant paiement de cette dernière. Donc c'est l'article 2082 alinéa 2 du Code civil. C'est un article qui est vraiment hyper important de préciser que si je rembourse ma première dette, je peux potentiellement ne pas récupérer mon gage parce qu'il y aura toujours une deuxième dette qui est exigible. Et donc enfin, l'hypothèque. Donc Étienne a prêté 150 000 € à Yves pour que ce dernier puisse exploiter au mieux ses terres agricoles. La somme prêtée doit être remboursée au bout de 10 ans. Prudent, Étienne a exigé la constitution d'une hypothèque sur la ferme d'Yves. Donc ici, c'est vraiment précisé dedans qu'il y a l'hypothèque sur la ferme, qui est un immeuble. Donc d'office, ça doit vous aiguiller vers l'hypothèque. Et donc à l'échéance, Étienne découvre qu'Yves, ruiné par de nombreuses mauvaises récoltes, est incapable de le rembourser et a en outre de nombreux autres créanciers. Que peut-il donc faire? Donc on se doute que Étienne est donc un créancier hypothécaire. Il faut donc préciser que l'hypothèque est un contrat par lequel un constituant affecte une chose en garantie d'un paiement, ce qui permet au créancier impayé de faire saisir l'objet, de le vendre et de se payer sur le prix. Il faut préciser pourquoi c'est un droit réel, limité et fonctionnel. Je ne l'ai pas ajouté ici, mais je l'ai mis dans les autres slides de droit des biens à la partie 3. Donc n'hésitez pas à aller voir pour que ce soit bien complet. Il faut ensuite donc préciser l'interdit salvien, donc que le créancier il est protégé que si, mais vraiment seulement si le débiteur il va conserver le bien hypothéqué, et donc expliquer le problème, que le bien il va demeurer chez le débiteur et qu'à l'échéance, si la dette n'est pas payée, le prêteur va accorder au créancier la possession du bien. Et ensuite expliquer donc l'action servienne. Et donc aussi bien préciser l'évolution, qu'en droit romain, c'était donc l'hypothèque pouvait porter sur des meubles ou des immeubles, même des choses incorporelles. Et donc en droit civil, en 1804, cela ne concerne que les immeubles, parfois les navires, tout simplement. Il ne faut donc pas oublier ensuite de parler du concours des créanciers hypothécaires. Donc le rang du créancier est établi par ancienneté relative à l'hypothèque. Donc plus l'hypothèque est ancienne, plus vite je serai remboursé. La possibilité donc d'hypothéquer un bien déjà hypothéqué. Et ensuite que le solde, on va prendre le nécessaire pour d'abord lever l'hypothèque et qu'ensuite le reste va servir donc à rembourser les créanciers tout d'abord. Donc le premier sera remboursé intégralement, le second avec le reste, le troisième avec le reste et ainsi de suite. Et une fois que tous les créanciers sont payés, le reste de l'argent, s'il y en reste évidemment, ira donc à l'acheteur. Il faut donc expliquer les 3 problèmes que cela va engendrer et pourquoi donc l'hypothèque est délaissée. Donc tout d'abord, il y avait des fraudes parce que les créanciers qui n'étaient pas donc les premiers créanciers pouvaient antidater l'hypothèque afin d'être les premiers dans le temps. Ensuite, il y avait donc que l'hypothèque était délaissée, on préférait la caution.
Et donc ce sont les Français qui vont trouver la solution parce que les Romains n'ont pas pu la mettre en œuvre. C'est que pour avoir une hypothèse qui est certaine et valide, donc on pouvait l'avoir grâce à un acte notarié et donc à la conservation des hypothèques. De cette manière, il était impossible de vendre un bien hypothéqué sans le dire. Et enfin, le droit des tiers, donc le risque de flouer l'acheteur. Si le débiteur ne paye pas et vend le bien, donc le créancier peut récupérer le bien grâce à l'action servienne. Et donc c'est une action contre l'acheteur. Il n'y a pas lieu donc de faire de comparaison. Donc, si le casus traite uniquement de l'hypothèque, il n'y a pas lieu de faire la comparaison entre le gage et l'hypothèque. Cela pourrait être une question de comparaison, peut-être, mais il est intéressant de noter pour chacun, donc, par exemple, que le gage en droit civil, cela porte uniquement sur les meubles, que l'objet va donc chez le créancier, et que le moment de la remise de la chose, c'est dès que le contrat est conclu en droit romain. Pour l'hypothèque, c'est donc en droit civil, cela porte uniquement sur les immeubles, que l'objet va donc chez le débiteur et peut être saisi s'il y a un non-paiement à l'échéance. Et enfin, le moment de la remise de la chose, c'est au terme fixé par le paiement de la dette si elle demeure toujours impayée. Et donc dans une autre vidéo, je parlerai donc des casus du Q2 au niveau de l'obligation, la novation et donc stipulation et délégation, la lésion et les termes et conditions que je n'avais pas pu voir entièrement dans mes autres vidéos. Donc j'espère que cette première vidéo sur les casus du premier Q1 vont vous aider. Si pas, n'hésitez pas toujours à revenir vers moi. J'ai aucun souci à aider les autres. Donc voilà, bon courage!